Bonjour, c'est Anaël. Je réponds aujourd'hui à vos questions et la question vient d'Annie qui me demande en gros, j'ai pas le texte sous les yeux, mais comment bien utiliser les ellipses dans la narration? Alors les ellipses, hein, c'est pour rappel, c'est ces moments où on ne raconte pas, on fait une coupe dans le déroulé de l'action et on saute directement à la partie qui nous intéresse. Alors, c'est intéressant parce que Annie précise qu'elle, c'est à l'opposé de sa façon d'écrire et qu'elle aurait une écriture qui serait, très exhaustive finalement. Et moi, je vais partir du postulat, ou en tout cas défendre l'idée que écrire, c'est faire des ellipses. OK? Il y a cette phrase assez connue qui dit que écrire, c'est faire des choix. Mais faire des choix, c'est à la fois choisir ce qu'on va montrer, mais c'est à la fois en choisissant ce qu'on va montrer, aussi choisir par la négative ce qu'on ne montre pas. Donc chaque fois que vous écrivez, vous êtes en fait en train de faire des ellipses. Il y a plein de choses que vous nous dites pas sur ce que vivent certains des personnages, sur ce qui se passe dans l'environnement des personnages, dans l'environnement immédiat de la scène, et même dans un environnement plus distant. Donc en fait, l'ellipse, elle est constamment présente. Et elle fait partie, c'est un des outils principaux de la narration, c'est les choses qu'on ne dit pas. Il y a ce qu'on dit, qui est visible, et il y a tout ce qu'on ne dit pas, qui est quand même une information qui est transmise au lecteur. Le travail de l'ellipse, c'est un travail d'amener encore plus de conscience dans ce choix-là et de dire, bah, finalement, je vais me concentrer sur les points du récit qui sont vraiment les plus essentiels et ceux qui ont le plus de chances de toucher mon lecteur, d'avoir un impact sur mon lecteur. Donc, c'est-à-dire que je vais raconter des choses et à un moment donné, je vais m'arrêter et je vais laisser l'imaginaire du lecteur remplir les blancs. Et ça, c'est très important parce que ça permet au lecteur d'être co-auteur de l'écriture, de l'histoire avec vous. C'est-à-dire que vous lui donnez une partie des informations, mais son imaginaire doit compléter cette partie des, enfin, les informations que vous lui donnez, en remplissant les blancs. Et ça, c'est super important parce que ça veut dire qu'il est impliqué dans le récit, qu'il n'est pas simplement spectateur extérieur où il attend que vous lui prémâchiez tout le travail, mais simplement eh ben, il va, lui, venir avec son imaginaire, créer des petits morceaux de récits, créer, un exemple très, parlant de ça, c'est, la représentation qu'on a des personnages. Même quand les personnages ne sont pas décrits physiquement, notre imaginaire va les représenter d'une certaine façon. Et il est même assez commun, que malgré le fait que l'auteur ait mis une description physique de ses personnages, une description, je sais pas moi, de la manière qu'il a de s'habiller ou des choses comme ça, on se rende compte qu'on a, nous, lecteurs, créé une vision différente du personnage. Moi, ça m'arrive très souvent de lire et d'un moment donné, l'auteur va rappeler un trait, physique du personnage et je vais dire: «Ah mince, c'est vrai, il est brun» ou «Ah tiens, c'est vrai, il est, barbu» ou ou pas, alors que moi, je l'avais imaginé autrement. Donc ça, un exemple de comment l'imaginaire du lecteur vient compléter les informations que vous lui donnez ou que vous lui donnez, mais c'est aussi un indicateur du fait que le lecteur travaille, en fait, pendant qu'il est en train de lire. Il est constamment actif, il est constamment en train de fabriquer des images, de fabriquer des compléments d'informations. Et l'ellipse s'appuie là-dessus. C'est-à-dire que quand on crée une ellipse, on n'est pas en train de priver le lecteur d'informations, on lui donne simplement un espace à l'intérieur duquel son imaginaire va pouvoir travailler davantage, va pouvoir que son imaginaire va pouvoir, habiller, comment dire? Peupler davantage que, un le l'interligne ou l'entreligne qu'on laisserait dans un texte plus exhaustif. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, vous allez choisir en fait les informations qui sont absolument nécessaires à donner au lecteur et celles-là, évidemment, vous allez les raconter parce que, si vous les donnez pas et c'est en ça qu'on va savoir qu'elles sont, nécessaires, il ne va pas pouvoir comprendre ou suivre l'histoire. Il va lui manquer des éléments de compréhension, il va manquer des éléments de cohérence du récit et c'est des choses qu'il peut pas inventer parce que s'il les invente, ça va amener le récit dans une toute autre direction ou peut-être que même il n'aura pas les clés pour savoir quoi inventer. Si vous donnez au lecteur une page blanche, bah, vous êtes sûr qu'il va pas raconter l'histoire que vous lui auriez racontée. Donc c'est important, c'est votre travail de savoir quelle est l'histoire que vous voulez raconter au lecteur, qui est le protagoniste, quel est son objectif, toutes ces choses-là, et de donner au lecteur les informations qui vont lui permettre de comprendre, de reconnaître l'histoire que vous lui donnez à lire. Et ceci étant fait, donc ça c'est votre boulot, le reste peut être laissé à son interprétation. Et donc c'est après à vous de savoir dans quelle mesure vous voulez laisser, beaucoup ou peu d'interprétation, de champ de oui, de champ d'interprétation au lecteur et
C'est ce qui va déterminer la fréquence et la taille de vos ellipses. C'est-à-dire que plus vous serez OK de donner de la liberté à l'imaginaire de votre lecteur, plus votre récit pourra être elliptique et moins vous serez OK de lui donner de liberté, de donner de liberté à son imagination, plus, vous serez exhaustif, moins vous serez elliptique. Maintenant, il faut voir aussi ce qui se passe quand on n'est pas elliptique. Alors quand on est elliptique, c'est assez évident, on risque de perdre le lecteur, on risque de, le priver d'informations qui lui permettraient de peupler davantage le récit, et donc ça, c'est embêtant. Mais si vous n'êtes pas assez elliptique, c'est-à-dire si vous donnez trop d'informations, il y a le risque aussi de noyer, en fait, l'information. Et quand le lecteur, il est plein, il reçoit plein d'informations, le problème, c'est qu'il ne sait pas forcément, si vous les mettez pas en scène correctement, si vous les mettez pas en scène délibérément, le lecteur va pas savoir lesquelles sont importantes et lesquelles sont secondaires. Et il peut avoir de la difficulté à hiérarchiser les informations que vous lui donnez. Et donc, peut-être que votre lecteur, votre lectrice s'attardera sur des informations qui, pour vous, étaient secondaires, mais comme vous n'avez pas travaillé délibérément la hiérarchie des informations, votre lecteur, lui, a pas pu savoir et il a tout retenu, ou alors il a retenu des choses qui, pour vous, n'étaient pas très importantes et il a laissé de côté des choses qui étaient importantes. Donc l'ellipse, elle a aussi ce rôle-là, c'est que d'abord, elle va souligner des éléments impactants, c'est-à-dire quand on coupe un récit, on s'arrête à un endroit qui va généralement être un endroit de forte tension ou de forte intensité émotionnelle, ou de forte, comment dire, qui va laisser planer le doute, qui va relancer en fait le mystère de l'intrigue. Toute intrigue repose sur le fait qu'on ne sache pas ce qui va venir après. Et j'ai perdu mon fil de pensée, ça m'arrive, c'est pas grave. Donc, vous allez en choisissant quoi ellipser, donner, souligner les choses qui sont impactantes, mais vous allez également, en choisissant quoi ne pas dire, montrer ce qui est important. C'est-à-dire qu'on va avoir à l'intérieur de la scène, pas forcément en fin de scène, là, le fait de couper à un moment en fin de scène sur quelque chose d'impactant, voilà, ça se fait en fin de scène. Mais en milieu de scène, vous allez pouvoir aussi ne pas dire, par exemple, qu'il y a quelqu'un qui tape du marteau dans la pièce d'à côté, ne pas dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer dans la rue. Et ça permet aussi de diriger l'attention de votre lecteur. Donc pour pouvoir bien maîtriser l'ellipse, ce que vous allez chercher à faire, c'est à un, identifier les informations qui sont absolument essentielles, et donc celles-là, il faut les donner. Deux, noter les informations qui sont sympas mais pas essentielles, et après vous demander ce que ça ferait en fait à votre lecteur de les donner. Est-ce que ça enrichit votre récit ou est-ce que ça dilue votre récit? Et ça, c'est pas forcément ce qu'on veut, que le récit soit dilué. Et en 3, vous allez vous demander, bah tiens, si je laisse cette information-là en blanc, si moi je la précise pas, qu'est-ce que j'offre à mon lecteur comme possibilité de coécriture avec moi? Qu'est-ce que mon lecteur va pouvoir imaginer? Comment est-ce qu'il va pouvoir remplir ce blanc-là? Est-ce que c'est intéressant pour moi? Est-ce que ça va relancer l'engagement du lecteur dans le récit? Ou est-ce qu'au contraire, ça va le diminuer? Parce que peut-être que ce sera un moment où le lecteur n'a pas envie de faire un effort en plus. Et donc, selon l'endroit où ça se passe dans le récit, on va plus ou moins le prendre par la main. Et quelque part, l'ellipse, c'est aussi ça. L'ellipse, c'est donner au lecteur la liberté de faire son propre cheminement dans le récit. Et c'est lui dire, bah tiens, en fait, c'est aussi ton récit. Je vais pas te montrer tout le chemin. C'est toi qui fais aussi ton chemin à l'intérieur de ce récit-là. Sur ça, sur la question de l'ellipse, moi, j'ai été très marqué par un livre, un essai sur la bande dessinée qui s'appelait, «L'art invisible» de Scott McCloud, et dans lequel il parle, et c'est un tout petit passage, hein, dans le bouquin, c'est un bouquin très complet sur, le qui est très intéressant d'ailleurs par rapport à la narration, parce que ça parle du langage symbolique, de choses comme ça. Mais en tout cas, il y a un passage sur la gouttière, qui est cet espace blanc qui sépare les cases, et Scott McCloud nous dit: «C'est dans la gouttière que la BD prend vie». C'est-à-dire que la BD, c'est des images. Ce qu'on montre, en fait, sont des moments fixes, des images fixes. Pour nous, ce serait l'équivalent d'une scène. C'est un moment qui est figé, qu'on a choisi de raconter, qu'on a choisi de montrer, parce que, un, il permet d'expliquer ce qui se passe, de montrer ce qui se passe, et deux, il a un impact émotionnel. C'est deux choses essentielles. Et dans l'interstice entre les cases, c'est-à-dire entre les moments de notre récit, il y a ce blanc. Et dans ce blanc, le lecteur va créer le mouvement. C'est-à-dire qu'il va relier les deux moments figés, puisque l'image de bande dessinée, elle est figée. Et à l'intérieur, et donc ce sont deux moments qui sont séparés dans le temps. Et donc le lecteur va faire le pont, lui, et va s'imaginer ce qui a pu se passer entre les cases. Alors soit ce sont des actions qui sont très proches dans le temps, soit ce sont des actions qui sont plus éloignées dans le temps en bande dessinée. Et donc ça, c'est la place
qui est laissé à l'imaginaire du lecteur. Et c'est la même chose pour nous en littérature. C'est-à-dire que nous, on n'a pas des images figées, on a des scènes qui racontent du mouvement, qui racontent de l'action, etc. Mais entre nos scènes, entre nos chapitres, entre nos paragraphes, on peut laisser des choses en suspens et faire confiance à notre lecteur pour qu'il aille remplir ces blancs-là. Un exemple que je prends souvent, qui est très banal, c'est, bah tiens, on a deux personnages qui sont en train de discuter. En début de scène, on raconte qu'un personnage est en train de préparer le café, par exemple, et puis il lance sa cafetière ou il lance sa bouilloire, peu importe. La conversation se déroule et à un moment donné, on va dire que le personnage sert le café. Et on n'aura pas dit, tiens, la bouilloire a fini de bouillir, il a versé ses graines, la cafetière a sonné, je ne sais quoi. On va simplement laisser le lecteur se dire, ah bah tiens, l'auteur m'a dit que le personnage commençait à préparer le café, maintenant il le prépare, ben, entre les deux, le café a dû être fait. Et vous vous rendez bien compte là-dedans, ça paraît évident, mais que le lecteur, il est capable, en fait, de combler les blancs. Et donc c'est à cette capacité-là du lecteur qu'on donne confiance quand on fait de l'ellipse, et vous pouvez après jouer avec des ellipses plus grandes, c'est-à-dire dire, bah tiens, lundi, mon personnage avait prévu un rendez-vous, ou alors il avait commencé une action, et vendredi, il a fini cette action, ou alors il s'est passé d'autres choses, et il y a le vendredi les conséquences de tout ce qui s'est passé. Alors, j'ai pas là d'exemple en tête précis, il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu, mais par exemple, on va imaginer que c'est la période des fêtes et que notre personnage doit absolument aller faire ses courses de Noël pour préparer sa maison et puis faire ses cadeaux. Le lundi, il se dit, OK, il va falloir que je m'occupe de tout ça. Et le vendredi, boum, la maison est préparée, les cadeaux sont emballés, etc. Eh ben, on ne sait pas forcément ce qu'il aura acheté, on ne sait pas quel magasin il aura, dans quel magasin il aura été, avec qui, etc. Mais notre lecteur sera capable de s'imaginer toute une série d'actions complexes dont il n'aura pas le détail, mais qui seront quand même liées à une certaine ambiance, liées à une certaine période de l'année, liées à certaines expériences personnelles de notre lecteur, puisque notre lecteur vient aussi combler les blancs de notre récit avec sa propre expérience du monde. Et puis voilà. Et c'est un moyen aussi de créer de l'attente et du suspense et de l'anticipation, parce qu'on va se demander, notre lecteur peut se demander, tiens, mais qu'est-ce qu'il a acheté finalement? Quels sont les cadeaux qui sont dans les boîtes? Et donc ça amène aussi à la lecture de la suite, puisque quand on va avoir la distribution des paquets, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur cet exemple-là, mais peu importe, quand on aura la distribution des paquets, on va se demander, bah, tiens, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Et si en amont de ça, vous avez fait en sorte de créer de l'incertitude chez le personnage de, tiens, qu'est-ce que je vais prendre à un tel ou un tel? Est-ce que je prends ci? Est-ce que je prends ça? Et que vous avez créé de l'enjeu aussi autour de cette décision-là, et ben la révélation plus tard, l'ouverture des paquets, aura ce poids en plus qui est que enfin on va avoir la réponse à la question. Donc voilà pourquoi, voilà un petit peu un grand aperçu assez général de comment utiliser l'ellipse, comment choisir les informations à donner et quelles sont les informations qu'on peut ne pas donner. Et une autre raison pour laquelle on peut avoir envie d'utiliser l'ellipse aussi, c'est la respiration. J'ai parlé très vite, ça aurait été bien que je fasse des respirations, mais d'avoir des moments de relâche de l'attention, de relâche du récit. On va détendre un petit peu tout ça, on va arrêter de submerger notre lecteur d'informations, on va le laisser respirer. Et l'ellipse, elle permet ça aussi. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin d'une scène qui est en fait une succession d'informations, c'est rien que ça une scène, c'est il se passe ça, un tel fait ça, et puis il y a tel événement autour, il y a telle émotion, etc. C'est plein d'informations qu'on demande à notre lecteur d'absorber. À un moment donné, quand on fait une ellipse, on dit aussi au lecteur, ok, c'est bon, j'arrête de te bombarder d'informations, intègre tout ce que je t'ai donné, prends cet espace-là pour toi, et ça permet ensuite de redonner du souffle au lecteur pour aborder la suite du récit. On pense souvent au souffle du récit, mais il faut aussi penser au souffle du lecteur. Donc un lecteur qui est sans cesse en train d'engranger de l'information, à un moment donné, il se fatigue. Donc le fait de donner des moments de pause, de dire, OK, cette partie-là d'anticipation, de crainte de ne pas choisir le bon cadeau, etc., c'est fait, ça a été réglé, on n'y pense plus. Et quand vous faites de l'écriture, quand vous racontez des événements de votre histoire, vous êtes en train de raconter des choses importantes. Vous êtes en train de raconter des choses qui ont de l'enjeu. C'est aussi ça, le fait le travail de choix qu'on fait quand on écrit. C'est-à-dire, bah, je vais choisir des éléments ou des événements à l'intérieur du tissu de vie de mon personnage qui sont des événements qui sont remplis d'enjeux, qui ont des conséquences importantes. Sinon, je ne les raconte pas, ça n'a aucun intérêt. Donc, chaque chose que je donne à mon lecteur, c'est quelque chose qui est chargé, qui est fort pour lui et qui est à vivre assez important, assez exigeant. Le fait de créer des ellipses, c'est aussi un moment pour lui pour une manière de permettre au lecteur de dire: «OK, ça se tasse un petit peu, ça s'apaise un petit peu».
J'ai fait un tour assez succinct, de cette question-là. J'espère que ça aura été, suffisant pour vous, pour l'instant et je suis ravi de revenir dessus si vous avez d'autres questions. À bientôt.